Mon fiancé m'a accidentellement envoyé un mémo vocal destiné à sa sœur, et ce que j'y ai entendu sur moi m'a poussé à partir le lendemain matin avec un plan qu'il n'avait jamais vu venir. Certaines trahisons peuvent être si profondes qu'elles façonnent une toute nouvelle personne. Et cette personne sait exactement comment faire saigner le traître. La pluie martelait la fenêtre de mon appartement comme des poings en colère. Chaque gouttelette un rappel de la tempête qui grondait en moi depuis 3 mois. J'étais assise dans l'obscurité, mon téléphone brillant dans mes mains tremblantes. Le mémo vocal qui avait tout changé résonnait encore dans mon esprit. 27 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour briser 5 ans de ma vie et donner naissance à quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui avait plus faim de justice. Mon reflet me regardait fixement dans la fenêtre noire. Des yeux creux, une gorge meurtrie à peine visible dans la faible lumière, et un sourire qui m'aurait terrifié il y a quelques heures à peine. Mais je n'étais plus la même femme qui s'était endormie à ses côtés la nuit dernière. Cette femme était naïve, brisée, désespérée d'amour. Cette femme avait un plan. La bague de fiançailles trônait sur la table basse comme un mensonge abandonné, son diamant attrapant le flash occasionnel d'un éclair. Demain, il se réveillerait pour me trouver disparu. Mais ce ne serait que le début, car ce qu'il avait dit sur moi dans ce mémo vocal, ce qu'il pensait vraiment de moi, ce qu'il avait raconté à sa sœur derrière mon dos, cela exigeait quelque chose de bien plus dévastateur que de simplement disparaître. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Le premier email serait envoyé exactement à 9 h. Le deuxième à midi. En soirée, tout le monde saurait qui était vraiment Blake Hernandez. Et quand j'en aurais fini, il comprendrait que certaines femmes ne se brisent pas. Elles deviennent incassables et infiniment plus dangereuses. Le tonnerre a grondé au-dessus de ma tête pendant que je souriais dans l'obscurité. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous suit. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous. Votre soutien nous aide à vous proposer encore plus d'histoires de revanche épiques de la vie. Bonne écoute. Il y a 6 mois, je pensais vivre un conte de fées. Tu vas adorer cet endroit, Aria, a dit Blake, son bras autour de ma taille alors que nous nous tenions dans l'embrasure de ce qui deviendrait notre appartement commun sur Riverside Drive. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond, peignant tout d'une lumière dorée, notre première vraie maison ensemble. Je me suis blotti contre sa chaleur, respirant son parfum familier, sentant quelque chose de distinctement lui. Après 3 ans de fréquentation à distance pendant qu'il finissait son MBA à Columbia, nous allions enfin être dans la même ville, le même foyer. C'est parfait, ai-je murmuré et je le pensais. Les parquets brillaient. La cuisine avait des comptoirs en granit qui reflétaient magnifiquement la lumière, et la chambre avait une vue sur la rivière Hudson qui me coupait le souffle. Blake m'a fait tourner, ses yeux verts pétillants du même enthousiasme que je sentais bouillonner dans ma poitrine. Parfait pour ma fille parfaite, a-t-il dit, pressant son front contre le mien. Je n'arrive pas à croire que nous faisons enfin ça. Je ne le pouvais pas non plus. Après des années d'appels vidéo, de visites le week-end et de décompte des jours jusqu'à ce que nous puissions être ensemble, il semblait irréel d'être debout dans notre appartement, notre espace, notre avenir. Le premier mois a été tout ce dont j'avais rêvé. Blake me surprenait avec du café au lit, ses cheveux sombres encore en bataille après le sommeil, ce sourire de travers qui m'avait fait tomber amoureuse de lui à l'université s'étalant sur son visage. Nous préparions le dîner ensemble, ses mains guidant les miennes alors qu'il m'apprenait à faire la sauce pour pâtes de sa grand-mère. Nous nous endormions enlacés sur le canapé en regardant de vieux films, et je me réveillais avec sa veste drapée sur mes épaules. « Je t'aime, Aria Sébastien », murmurait-il dans mes cheveux pendant ces moments calmes. Et mon cœur battait comme si c'était la première fois qu'il disait cela. Mais les contes de fées, j'ai appris, ont une façon de révéler leur vraie nature quand on ne fait pas attention. Les changements ont commencé petit à petit, si petits que je me convainquais que je les imaginais. « Tu portes ça pour dîner ?» demanda Blake un soir alors que je sortais de la chambre dans une robe d'été que j'avais toujours aimée. Jaune avec de petites fleurs blanches, quelque chose qui me faisait me sentir lumineuse et heureuse. J'ai baissé les yeux sur moi, soudainement embarrassé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien ne va, » dit-il rapidement. Mais ses yeux s'attardaient sur la robe avec quelque chose qui ressemblait à de la déception. « C'est juste que nous allons à Méridian. C'est un bel endroit. Peut-être quelque chose d'un peu plus sophistiqué. J'ai changé pour une robe de cocktail noire,
le genre qui me donnait l'impression de jouer à me déguiser dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais le visage de Blake s'est illuminé en me voyant, et il m'a serré contre lui pour un baiser qui avait un goût d'approbation. « Voilà ma belle fiancée », murmura-t-il contre mes lèvres. Et ces mots me firent encore frissonner. Il m'avait demandé en mariage 2 semaines à peine après que nous nous soyons installés ensemble, sur le toit de notre immeuble sous un dé d'étoiles. La bague était tout ce dont j'avais rêvé, un solitaire classique qui captait la lumière et projetait des arcs-en-ciel sur les murs. Au dîner, il a commandé pour nous 2 sans me demander ce que je voulais. Quand je l'ai mentionné plus tard, il a ri et a dit qu'il essayait juste de prendre soin de moi. « Tu prends toujours trop de temps pour décider de toute façon », a-t-il dit en me serrant la main par-dessus la table. Je sais ce que tu aimes, mais il avait commandé du saumon et je détestais le saumon. Je l'ai mangé quand même, souriant et acquiesçant pendant qu'il parlait de son nouveau poste dans la société d'investissement, des clients qui l'impressionnaient, de l'avenir qu'il construisait pour nous. Les commentaires sur mon apparence sont devenus plus fréquents. Mes cheveux étaient trop longs, puis trop courts quand je les ai coupés. Mon maquillage était trop dramatique pour le jour, trop subtil pour le soir. Les vêtements que j'avais portés avec confiance pendant des années semblaient soudainement faux à ses yeux. Trop décontractés, trop formels, trop vifs, trop ennuyeux. « J'essaie juste de t'aider à faire de ton mieux », disait-il quand je devenais silencieuse après ses suggestions. « Tu es si belle, Aria. Je veux que tout le monde voie ce que je vois. » Mais je commençais à me demander ce qu'il voyait exactement quand il me regardait. La première fois qu'il a haussé la voix, j'ai été tellement choqué que j'ai reculé. « Tu te moques de moi là ?» a-t-il lancé, le visage rougissant de rouge alors qu'il fixait le relevé de carte de crédit dans sa main. 200 $ chez Target. Qu'est-ce que tu as acheté? Des courses, ai-je dit, ma voix plus petite que je ne l'avais prévu. Et quelques trucs pour l'appartement. Des serviettes. Et nous avons déjà des serviettes, Aria. Nous n'avons pas besoin de gaspiller de l'argent pour des choses dont nous n'avons pas besoin. Il a jeté le relevé sur le comptoir et j'ai tressailli au bruit. Je travaille comme une folle pour construire quelque chose ici et toi, tu jettes l'argent par les fenêtres. Je suis désolé, ai-je dit automatiquement, bien que je ne savais pas pourquoi je m'excusais. Je n'y pense pas. C'est ça le problème, a-t-il dit. Mais sa voix était plus douce maintenant, et il a pris mes mains. Tu ne penses pas à la façon dont ces choses nous affectent notre avenir. Ses pouces ont fait des cercles sur mes paumes, et je me suis senti me détendre malgré le nœud dans mon estomac. Je ne suis pas en colère contre toi, bébé. Je suis juste stressé par l'argent. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête parce que je comprenais. Il travaillait de longues heures pour faire ses preuves dans le cabinet. La pression le rongeait. Ce n'était pas vraiment une question d'argent. C'était une question de stress. Mais la semaine suivante, quand j'ai acheté des courses avec de l'argent de mon propre compte, il a encore trouvé quelque chose à critiquer. Le pain était de la mauvaise marque. Le lait était trop cher. J'étais une gaspilleuse, négligente, insouciante. Peut-être que tu devrais faire une liste avant d'y aller, a-t-il suggéré, son bras autour de mes épaules pendant que nous rangions les courses. Planifie les repas de la semaine. Ainsi, tu n'achèteras que ce dont nous avons réellement besoin. Si je faisais une liste, des listes détaillées et organisées qui prenaient en compte chaque repas, chaque collation, chaque article ménager dont nous pourrions avoir besoin. Je les montrais à Blake avant de faire les courses, et il hochait la tête avec approbation et m'embrassait le front. Tu vois, tu t'améliores tellement, disait-il, et les compliments me réchauffaient de l'intérieur. Mais même avec les listes, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. J'ai acheté la mauvaise marque de sauce pour pâtes, pas celle que sa grand-mère utilisait. J'ai oublié de prendre le type de café spécifique qu'il aimait. J'ai acheté des bananes trop mûres, trop vertes, trop chères. C'est comme si tu n'essayais même pas, a-t-il dit un soir après que j'ai apparemment acheté le mauvais type de fromage pour la lasagne qu'il voulait faire. Je t'ai demandé une seule chose simple, et tu n'arrives même pas à faire ça correctement. Les mots m'ont frappé comme une gifle, et j'ai senti des larmes me piquer les yeux. J'essaie, ai-je dit, ma voix à peine audible. J'essaie tellement, Blake. Son expression s'est immédiatement adoucie et il m'a prise dans ses bras. Je suis désolé, murmura-t-il dans mes cheveux. Je ne voulais pas dire ça. Je suis juste fatigué et je l'ai pris sur toi. Ce n'est pas juste. Je me suis effondré dans son étreinte, un soulagement m'envahissant. C'était le Blake dont j'étais tombée amoureuse.
Doux, plein de remords, attentionné. L'autre Blake, celui qui me critiquait et me faisait me sentir petite. Ce n'était pas vraiment lui. C'était juste le stress. Juste la pression de son nouveau travail. Juste la période d'adaptation à la vie commune. Je t'aime, Aria, a-t-il murmuré. Et j'ai murmuré en retour, le pensant de toutes mes fibres. Mais au fil des semaines, le Blake doux apparaissait de moins en moins souvent. L'autre Blake, celui qui trouvait des défauts à tout ce que je faisais, qui me faisait douter de chaque décision, qui me regardait comme si j'étais une déception qu'il essayait de corriger, est devenu la norme. J'ai commencé à marcher sur des œufs, analysant chaque mot avant de parler, chaque action avant de la faire. Est-ce que cela le mettrait en colère? Est-ce que cela le décevrait? Suis-je encore insouciante, négligente, pas assez bien? Mes amis ont commencé à commenter mon silence quand nous sortions. Ça va, Aria, a demandé ma meilleure amie Luna un soir quand nous nous sommes rencontrés pour boire un verre. Tu sembles différente. Je vais bien, ai-je dit automatiquement, la réponse que j'avais perfectionnée au cours des derniers mois. Juste fatigué du travail. Mais les yeux sombres de Luna ont étudié mon visage avec l'intensité de quelqu'un qui me connaissait depuis l'université. Es-tu heureuse? Mais Blake, je veux dire, avec les fiançailles, la question m'a prise au dépourvu, et pendant un instant, je n'ai pas su répondre. Étais-je heureuse? J'aimais Blake. J'allais l'épouser. Nous construisions une vie ensemble. Bien sûr, j'étais heureuse. Oui, ai-je dit, mais le mot semblait étrange dans ma bouche. Bien sûr que je suis heureuse. Pourquoi demanderais-tu ça? Luna a haussé les épaules, mais son expression est restée préoccupée. Tu sembles juste plus petite ces derniers temps, comme si tu essayais de prendre moins de place. Ces mots m'ont hanté pendant des jours. Étais-je plus petite? Essayais-je de prendre moins de place? Je me suis retrouvé à étudier mon reflet dans le miroir, cherchant des signes de la personne que j'étais autrefois. La femme qui avait obtenu son diplôme avec mention de l'université de New York, qui avait décroché un emploi dans une société de marketing prestigieuse, qui avait été autrefois assez confiante pour aborder Blake lors d'une fête universitaire et l'inviter à danser. Où était-elle passée? La réponse m'est venue lentement, par bribes, comme un puzzle que je ne voulais pas résoudre. Elle avait disparu petit à petit, critique après critique, correction après correction. Chaque fois que Blake me disait que j'avais tort, je devenais un peu moins sûr de moi. Chaque fois qu'il corrigeait quelque chose que j'avais fait, je devenais un peu plus dépendante de son approbation. Mais j'ai repoussé cette pensée. C'était normal, n'est-ce pas? Les relations nécessitent des compromis, des ajustements, de la croissance. Blake m'aidait à devenir une meilleure version de moi-même, plus organisée, plus réfléchie, plus attentive à notre avenir commun. Les Eskimos ont commencé 3 mois avant le mémo vocal qui allait tout changer. La première était un accident. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Nous nous disputions à propos de quelque chose de futile, quelque chose dont je ne me souviens même plus maintenant, et je me suis retourné pour partir. Blake a attrapé mon poignet pour m'arrêter, ses doigts s'enfonçant dans ma peau avec un désespoir qui nous a surpris tous les deux. Ne me quitte pas quand je te parle, a-t-il dit, sa voix basse et dangereuse d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. J'ai regardé sa main sur mon poignet, les marques blanches que ses doigts laissaient sur ma peau et quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Tu me fais mal, ai-je dit calmement. Il m'a immédiatement relâché, son visage passant par le choc, la culpabilité et quelque chose qui aurait pu être de la peur. Dieu, Aria, je suis désolé. Je ne voulais pas. J'ai juste. Il s'est passé les mains dans les cheveux. Et quand il m'a regardé à nouveau, ses yeux étaient brillants de larmes retenues. Je suis tellement désolé. Je ne te ferai jamais de mal. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête parce que je le savais, Blake m'aimait. Il ne me ferait jamais de mal exprès. C'était un accident, un moment de frustration qui avait mal tourné. Mais les Eskimos sur mon poignet racontaient une autre histoire. 5 petites marques sombres qui ont fleuri en violet et jaune au cours des jours suivants. Je les couvrais de manches longues et de bracelets, et quand Blake m'a vu faire cela, son visage s'est effondré de culpabilité. Je me déteste pour ça, a-t-il dit, me serrant dans ses bras. Je déteste t'avoir blessé, même accidentellement. Ça n'arrivera plus jamais. Je le promets. Et je l'ai cru, car l'alternative que l'homme que j'aimais,
l'homme que j'allais épouser m'avait fait mal exprès était trop terrible à envisager. Mais les promesses, j'ai appris, sont plus faciles à faire qu'à tenir. La deuxième fois, il a dit que je l'avais provoqué. Je le harcelais pour qu'il m'aide à faire la vaisselle. Et quand je l'ai suivi dans le salon pour continuer la conversation, il s'est retourné si rapidement que son coude m'a heurté dans les côtes. Peut-être que si tu ne me suivais pas comme un chiot perdu, ces choses n'arriveraient pas, a-t-il dit. Mais sa voix était douce, presque triste. J'ai besoin d'espace pour respirer, Aria. Quand tu me submerges comme ça, je deviens claustrophobe. J'ai donc appris à lui laisser de l'espace. J'ai appris à laisser les disputes mourir plutôt que de le suivre quand il partait. J'ai appris à ravaler mes mots, à me mordre la langue, à me rendre plus petite, plus silencieuse et moins susceptible de le provoquer. La troisième fois, il n'y avait aucune excuse, aucun accident, aucune provocation, aucune explication qui ait un sens. J'avais simplement été en désaccord avec lui sur quelque chose, qu'il s'agisse d'aller à la fête de fin d'année de son entreprise ou de passer la soirée avec ma famille. Et il m'avait donné un revers si rapide que je ne l'avais pas vu venir. Le bruit a résonné dans notre appartement comme un coup de feu, et nous nous sommes figés tous les deux, nous regardant en état de choc. Ma joue brûlait et je pouvais sentir le sang où mes dents avaient coupé ma lèvre. Aria, a-t-il soufflé, tendant la main vers moi, mais j'ai instinctivement reculé. Ne fais pas ça, ai-je dit, ma voix tremblante. Ne me touche pas. Bébé, s'il te plaît, je ne voulais pas. Tu m'as frappé, les mots semblaient surréalistes sortant de ma bouche. Tu m'as frappé, Blake. Son visage s'est effondré et il s'est laissé tomber sur le canapé comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Je sais, a-t-il murmuré. Je sais et je me déteste pour ça. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Le stress au travail, la pression, ça me rend fou. Il m'a regardé avec ses yeux verts que j'avais autrefois trouvés magnifiques, et maintenant ils étaient remplis de larmes, de désespoir et de quelque chose qui ressemblait à de vrais remords. Je vais me faire aider, a-t-il dit. Je vais parler à quelqu'un, trouver comment gérer le stress. Ce n'est pas qui je suis, Aria. Ce n'est pas qui je suis. Et je voulais le croire. Dieu, comme je voulais le croire, car si ce n'était pas qui il était, alors peut-être que nous pourrions arranger les choses. Peut-être pourrions-nous redevenir le couple qui préparait le dîner ensemble et s'endormait en regardant des films et murmurait « Je t'aime » dans le noir. D'accord, ai-je dit finalement. Et son visage s'est illuminé de soulagement. D'accord, fais-toi aider, ai-je dit. Parle à quelqu'un et si tu me frappes encore, je ne le ferai plus, a-t-il dit rapidement. Je te jure, Aria, je ne lèverai plus jamais la main sur toi. Mais même en disant cela, même en hochant la tête et en le laissant me serrer dans ses bras, une petite voix au fond de mon esprit murmurait que les promesses d'hommes qui frappent les femmes qu'ils prétendent aimer ne valent pas le souffle avec lequel elles sont prononcées. J'aurais dû écouter cette voix. J'aurais dû faire mes valises cette nuit-là et ne jamais regarder en arrière. Si je suis resté, c'est parce que je l'aimais. Je suis resté parce que je croyais qu'il pouvait changer. Je suis resté parce que partir revenait à admettre que les 5 dernières années de ma vie avaient été un mensonge et que je n'étais pas prête à affronter cette vérité. Mais la vérité a une façon de se révéler, que l'on soit prêt ou non. Et 3 mois plus tard, elle arriverait sous la forme d'un mémo vocal que Blake n'avait jamais eu l'intention que j'entende. La nuit qui a tout changé a commencé comme n'importe quelle autre. Blake travaillait tard à nouveau. Ou du moins, c'est ce qu'il m'a dit. J'avais arrêté de lui poser trop de questions sur son emploi du temps il y a des mois, après qu'il m'ait reproché d'être collante et suspicieuse. J'étais recroquevillé sur notre canapé, une tasse de thé à la camomille qui refroidissait sur la table basse à côté de moi, essayant de me concentrer sur le livre sur mes genoux. Mais les mots continuaient de se brouiller, mon esprit errant vers la conversation que nous avions eue ce matin-là. Je risque d'être en retard ce soir, avait dit Blake, ajustant sa cravate dans le miroir du couloir. La lumière du matin accentuait la ligne nette de sa mâchoire, et pendant un instant, il ressemblait à l'homme dont j'étais tombée amoureuse à l'université. Grosse présentation demain. L'équipe veut la répéter une dernière fois. Ok, avais-je dit parce que c'est ce que je disais toujours. Je vais garder le dîner au chaud pour toi. Il m'avait embrassé le front. Une pression brève et distraite de lèvres qui semblait plus une habitude qu'une affection. Ne m'attends pas. Ça pourrait durer très tard. Je ne l'avais donc pas attendu. J'avais dîné seul, fait la cuisine seul, et m'étais installé avec mon livre seul.
Le silence dans notre appartement semblait lourd, oppressant d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. Il fut un temps où j'appréciais les soirées calmes en solitaire. Mais maintenant, elle me rappelait seulement à quel point j'étais devenu isolé. Mon téléphone a vibré sur le coussin à côté de moi, et j'y ai jeté un coup d'œil, m'attendant à voir un texto de Blake. Au lieu de cela, c'était une notification pour un mémo vocal de Blake. Mon cœur a fait un petit bond de bonheur. Peut-être qu'il pensait à moi après tout. Peut-être qu'il m'avait envoyé un gentil message pour égayer ma soirée, comme il le faisait quand nous étions à distance. J'ai pris le téléphone et j'ai appuyé sur play sans vraiment regarder les détails. La voix de Blake a rempli l'appartement silencieux. Mais quelque chose n'allait pas immédiatement. Il avait l'air différent, détendu d'une manière qu'il ne l'était plus avec moi. Sa voix portait la chaleur facile dont je me souvenais de nos débuts ensemble. « Salut, Meredith » a-t-il dit, et mon sang s'est glacé. Meredith, sa sœur. Ce n'était pas pour moi. J'aurais dû arrêter d'écouter. Aurait dû raccrocher immédiatement et prétendre ne jamais l'avoir entendu. Mais quelque chose dans son ton, quelque chose de décontracté et de peu défendu, m'a gardé figé sur place. Alors, j'ai réfléchi à ce que tu as dit la semaine dernière, a continué Blake. Et j'ai pu entendre le bruit de la circulation en arrière-plan. Il marchait quelque part, probablement de son bureau à un bar où il rencontrait ses collègues. À propos d'Aria, je veux dire. Mon nom sur ses lèvres a fait se serrer mon estomac. Qu'est-ce que Meredith avait dit sur moi? De quoi parlait-il? Tu as raison, a dit Blake, et sa voix portait une note de résignation qui a fait trembler mes mains. Elle n'est pas. Elle n'est pas qui je pensais qu'elle était quand je l'ai demandée en mariage. Enfer, elle n'est pas qui je pensais qu'elle était quand nous avons emménagé ensemble. Le livre a glissé de mes doigts engourdis et est tombé au sol avec un léger bruit sourd. Je veux dire, ne vous méprenez pas, a continué Blake, ignorant que ces paroles déchiraient mon monde. Elle est gentille. Elle essaie tellement de me plaire. C'est presque pathétique parfois. Mais c'est justement ça. Elle est pathétique. Elle n'a pas de colonne vertébrale, pas d'opinions propres et ni morts. C'est comme vivre avec un fantôme. Un fantôme? Il me pensait être un fantôme. Tu te souviens comment elle était à l'université? La voix de Blake a pris une qualité mélancolique qui m'a donné envie de hurler. Elle était si confiante, si sûre d'elle. Elle discutait avec les professeurs, débattait de politique lors des fêtes, me reprenait quand j'étais un connard. J'aimais ça chez elle. Des larmes coulaient maintenant sur mon visage, chaudes et silencieuses. Je voulais éteindre le téléphone pour arrêter cette torture, mais je ne pouvais pas bouger. Je devais tout entendre. Mais maintenant, mon Dieu, elle me demande la permission pour tout. Ce qu'elle doit porter, ce qu'elle doit manger, ce qu'elle doit regarder à la télévision. Elle s'est transformée en cette petite femme parfaite qui n'est jamais en désaccord avec moi sur rien. Et le pire, c'est que je pense que je lui ai fait ça. Il y a eu une pause et j'ai pu entendre un lourd soupir. Je sais que j'ai été difficile dernièrement. Le stress au travail, la pression pour réussir, je l'ai pris sur elle et elle le supporte. Elle s'excuse pour des choses qui ne sont pas sa faute. Elle marche sur des œufs autour de moi. Elle tressaille quand je bouge trop vite. Christ, je lui ai fait tressaillir. Meredith, quel genre d'homme cela fait de moi? Celui qui frappe les femmes, ai-je pensé amèrement. Celui qui les brise petit à petit jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des ombres de ce qu'elles étaient. Mais voilà le truc, a continué Blake, et sa voix s'est durcie d'une manière qui m'a donné des frissons. Je ne peux pas respecter quelqu'un qui ne se défend pas. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui est si désespéré de mon approbation qu'il changera tout de lui-même pour l'obtenir. C'est dégoûtant. Honnêtement, dégoûtant. J'étais dégoûtante pour lui. Alors oui, tu as raison. Je dois y mettre fin. Je ne sais juste pas comment. Elle est si fragile maintenant, si dépendante de moi. Si je la quitte, elle va probablement s'effondrer complètement. Et puis il y a l'appartement, la bague, tous les plans que nous avons faits. Il s'est interrompu et j'ai entendu le bruit d'une porte qui s'ouvrait, des voix en arrière-plan. Écoute, je suis à Murphy S maintenant. Nous en parlerons plus tard, d'accord? Mais tu as raison. Je ne peux pas épouser quelqu'un que je ne respecte pas. Je dois juste trouver comment la laisser tomber en douceur.
Le mémo vocal s'est terminé par un doux bip qui a semblé résonner dans le silence soudain de notre appartement. Je suis resté assise là longtemps, fixant mon téléphone, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. 27 secondes. C'est tout ce qu'il avait fallu pour détruire 5 ans de ma vie, pour révéler la vérité. J'avais été trop aveugle ou trop désespéré pour voir. Blake ne m'aimait pas. Il ne me respectait même pas. J'étais pathétique pour lui, dégoûtante, un fantôme de la femme que j'étais autrefois. Et il prévoyait de me quitter, non pas parce qu'il avait réalisé qu'il était violent, non pas parce qu'il voulait de l'aide, mais parce que je n'étais plus assez forte pour lui, parce que je l'avais laissé me briser. Et maintenant, il était dégoûté par les morceaux brisés. La rage qui m'a rempli alors était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. Elle a commencé comme un œuf froid dans mon estomac et s'est propagée vers l'extérieur comme du poison, brûlant à travers mes veines jusqu'à ce que chaque cellule de mon corps hurle pour la justice. C'était lui qui m'avait fait ça. Il avait systématiquement détruit ma confiance, mon indépendance, mon sens de moi-même jusqu'à ce que je sois exactement ce qu'il avait décrit. Un fantôme pathétique qui vivait pour son approbation. Et maintenant, il avait l'audace d'être dégoûté par sa propre œuvre. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais excusé pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. Toutes les fois où j'avais changé de vêtements parce qu'il ne les aimait pas. Toutes les fois où j'avais ravalé mes mots, mes opinions, mon être même parce que j'étais si désespéré de le rendre heureux. J'ai pensé aux échymoses que j'avais cachées, aux excuses que j'avais faites, aux amis que j'avais arrêté de voir parce que Blake ne les aimait pas. J'ai pensé à la femme que j'étais autrefois, confiante, opiniâtre, forte, et à quel point elle avait complètement disparu. Mais elle n'était pas partie, ai-je réalisé. Elle était juste enterrée sous des mois de manipulation et d'abus. Et maintenant, en écoutant la cruauté décontractée de Blake, je pouvais sentir sa griffe remonter à la surface. Mon téléphone a vibré avec un texto de Blake. Je travaille tard. Ne m'attends pas. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai tapé en retour « Ok, je t'aime ». Mais en appuyant sur envoyer, je planifiais déjà, car Blake Hernandez avait commis une erreur cruciale. Il avait sous-estimé la femme qu'il avait tant essayé de détruire. Il pensait que j'étais faible, pathétique, brisé au-delà de toute réparation. Il pensait que je m'effondrerais quand il me quitterait, que je le supplierais de rester, que je me blâmerais de ne pas être assez bien. Il n'avait aucune idée que certaines femmes ne se brisent pas, elles se transforment. Et la femme qu'il avait créée par des mois de torture psychologique était sur le point de lui montrer exactement ce dont elle était capable. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à rechercher l'entreprise de Blake, ses collègues, ses clients, ses comptes de réseaux sociaux, sa famille, ses amis, chaque détail de la vie qu'il avait construite, la réputation dont il était si fier, l'avenir qu'il planifiait sans moi. Quand il est rentré à 2 heures du matin, puant l'alcool et à peine capable de marcher droit, j'étais prête. « Salut bébé », a-t-il dit en titubant dans la chambre où je faisais semblant de dormir. « Désolé d'être si en retard. Tu sais comment c'est. » Je sais exactement comment c'est, ai-je murmuré dans mon oreiller, mais il était déjà évanoui à côté de moi, ronflant bruyamment. Je suis resté éveillé le reste de la nuit, fixant le plafond, perfectionnant mon plan. Au matin, j'avais tous les détails, chaque mouvement calculé, chaque conséquence considérée. Blake Hernandez pensait me connaître. Pensait m'avoir réduite en quelque chose de gérable et de jetable. Il allait apprendre à quel point il avait tort. Je me suis réveillé avant l'aube, mon corps bougeant avec un but que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Blake était toujours inconscient à côté de moi, son visage détendu par le sommeil et l'alcool, complètement inconscient que la femme allongée à côté de lui n'était plus la créature brisée qu'il avait prévu de jeter. La première étape a été la plus difficile. Partir. Pas parce qu'il me manquerait. Dieu, non. Mais parce que partir signifiait reconnaître que les 5 dernières années de ma vie avaient été construites sur une fondation de mensonges et de manipulation. Cela signifiait admettre que je m'étais perdu à tel point que j'étais devenu méconnaissable, même pour moi. Mais en me déplaçant silencieusement dans notre appartement, en rassemblant les quelques affaires qui étaient vraiment miennes, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des mois. De la clarté. J'ai fait léger. Une valise avec assez de vêtements pour une semaine, mon ordinateur portable, des documents importants, et la petite boîte à bijoux que ma grand-mère m'avait laissée, la seule chose dans cet appartement que Blake n'avait jamais critiqué ou essayé de changer. Tout le reste pouvait rester. Les meubles que nous avions choisis ensemble, les gadgets de cuisine qu'il avait insisté pour que nous ayons,
la bague de fiançailles qui avait autrefois représenté mes rêves, tout était maintenant souillé, contaminé par la vérité de ce qu'était réellement notre relation. J'ai laissé la bague sur sa table de nuit où il la verrait immédiatement au réveil. Pas de mots, pas d'explication, juste le solitaire en diamant qui m'avait autrefois fait me sentir choisi, spécial, aimé. Maintenant, elle ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, un beau mensonge. Mes mains étaient fermes lorsque j'ai appelé un taxi, ma voix calme lorsque j'ai donné au chauffeur l'adresse de l'hôtel à long séjour que j'avais réservé en ligne. J'avais payé un mois d'avance en utilisant la carte de crédit que Blake ne connaissait pas. Celle que j'avais ouverte secrètement après qu'il ait commencé à surveiller notre compte joint de si près. L'ancienne Aria aurait eu mauvaise conscience de cette tromperie. Cette Aria ne ressentait rien d'autre que de la satisfaction. Alors que le taxi s'éloignait de Riverside Drive, je me suis permis un dernier regard en arrière sur le bâtiment qui avait été ma prison pendant l'année écoulée. Blake dormait probablement encore, reprenant ses esprits de sa gueule de bois, inconscient que la femme qui venait de sortir de sa vie pour toujours était sa fiancée pathétique. Mais partir n'était que le début. La chambre d'hôtel était petite mais propre, avec une vue sur la ville qui me rappelait les possibilités plutôt que les limitations. J'ai installé mon ordinateur portable sur le petit bureau et j'ai commencé la phase 2 de mon plan, la recherche. Blake Hernandez, 28 ans, associé principal chez Hartwell & Associates Investment Firm, diplômé de la Columbia Business School, fils de Taylor et Linda Hernandez de Greenwich, Connecticut, frère de Meredith Hernandez, chirurgienne pédiatrique à Boston. Je connaissais déjà la plupart de ces faits, mais maintenant je les regardais avec des yeux différents. Pas en tant que fiancé aimante fier de ses réalisations, mais en tant que quelqu'un qui comprenait que la réputation était tout pour un homme comme Blake. Sa carrière, son statut social, son image de succès soigneusement cultivée. Ce sont les choses qu'il valorisait le plus. Ce sont les choses que j'allais détruire. J'ai commencé par son entreprise. Hartwell & Associates se vantait de son intégrité, de ses valeurs familiales et de ses pratiques commerciales éthiques. Leur site web présentait des photos souriantes d'employés diversifiés, des témoignages sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et une section importante sur leur politique de tolérance zéro pour le harcèlement et la violence domestique. Comme c'est intéressant. J'ai passé la matinée à rédiger des courriels, pas des diatribes colériques et émotionnelles qui pourraient être rejetées comme les divagations d'une ex-fiancée amère, mais des communications professionnelles soigneusement formulées qui peignaient le portrait d'un homme dont le comportement privé était complètement en contradiction avec les valeurs déclarées de l'entreprise. Le premier email est allé à la superviseure directe de Blake, une femme nommée Catherine Walsh, dont le profil LinkedIn la montrait posant avec son mari et leurs 2 jeunes filles lors d'une course de charité pour la sensibilisation à la violence domestique. Chère Madame Walsh, j'espère que ce courriel vous trouve bien. Mon nom est Aria Sébastien, et jusqu'à ce matin, j'étais fiancé à votre employé, Blake Hernandez. Je vous écris pour vous informer de certains comportements préoccupants que je crois être en conflit avec l'engagement déclaré de Hartwell & Associates envers la conduite éthique et l'intégrité des employés. Au cours de la dernière année, M. Hernandez s'est livré à un schéma d'abus psychologique et physique qui s'est considérablement intensifié ces derniers mois. Je dispose de documents attestant de ces incidents, y compris des photographies de blessures et des enregistrements de comportements menaçants. Bien que je comprenne que les affaires personnelles ne reflètent pas toujours la conduite professionnelle, j'ai estimé qu'il était important de porter cela à votre attention compte tenu de la nature du rôle de M. Hernandez dans les relations clients et de sa représentation des valeurs de votre entreprise. Je ne demande aucune action spécifique à ce moment-ci, mais je m'assure simplement que vous disposez de toutes les informations pertinentes sur un employé qui interagit régulièrement avec les clients et les collègues. J'ai confiance en votre discrétion et votre sérieux pour traiter ces informations. Sincèrement, Aria Sébastien. J'ai joint une seule photographie, celle que j'avais prise des ecchymoses sur mon poignet après le premier accident. Je m'étais dit à l'époque que je la documentais pour ma propre tranquillité d'esprit, n'imaginant jamais que je l'utiliserais réellement. Mais l'ancienne Aria avait été plus maligne que je ne l'avais cru. Le deuxième email est allé au département des ressources humaines avec des copies à plusieurs associés principaux dont j'avais trouvé les adresses email sur le site web de l'entreprise. Le troisième est allé au client que Blake se vantait d'avoir conquis, une fondation familiale qui finançait des refuges pour femmes. À midi, j'avais envoyé 12 emails soigneusement rédigés à diverses personnes de l'orbite professionnelle de Blake. Pas assez pour ressembler à une attaque coordonnée, mais assez pour assurer que des murmures commenceraient à circuler. Des questions seraient posées. Sa réputation commencerait à se fissurer. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. La phase 3 impliquait les réseaux sociaux,
et cela nécessitait une touche plus délicate. Blake était actif sur LinkedIn, Instagram et Facebook, curant soigneusement une image de succès professionnel et de bonheur personnel. Des photos de nous à des événements d'entreprise, des photos de vacances de notre voyage à Napa l'année dernière, des publications sur sa promotion et nos fiançailles. Je ne pouvais pas l'attaquer directement. Cela me ferait paraître instable, vindicative. Au lieu de cela, j'ai commencé une campagne subtile de vérité qui éroderait lentement l'image parfaite qu'il avait travaillé si dur à créer. J'ai commencé par mettre à jour mes propres profils sur les réseaux sociaux, j'ai changé mon statut relationnel de fiancé à célibataire, j'ai supprimé Blake de mes photos de profil, j'ai posté une simple mise à jour de statut. Parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire, c'est de s'en aller. En 1 heure, les commentaires ont commencé à affluer. Des amis qui avaient remarqué que j'avais l'air différente ces derniers temps. Des membres de la famille qui ne s'étaient jamais vraiment réchauffés à Blake. Des connaissances universitaires qui se souvenaient de la femme confiante que j'étais autrefois. « Ça va, ma chérie », a écrit ma cousine Emma, « si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Tellement fier de toi d'avoir fait passer tes besoins en premier, a commenté mon ancienne colocataire de NYU. Tu mérites tellement mieux. Il était temps, a écrit Luna, et je pouvais presque entendre le soulagement dans sa voix, même à travers l'écran. J'ai répondu à chaque commentaire avec grâce et gratitude, sans jamais mentionner Blake par son nom, sans jamais étaler le linge sale en public. Mais le message était clair. Je l'avais quitté et les gens qui me connaissaient le mieux étaient soulagés. Le contraste serait frappant quand les amis et la famille de Blake commenceraient à poser des questions quand ils regarderaient mes réseaux sociaux et verraient l'afflux de soutien. Le soulagement évident des personnes qui se souciaient de moi. Quand ils commenceraient à se demander ce qu'ils avaient manqué, quels signes ils avaient ignorés. En soirée, mon téléphone vibrait constamment d'appels et de textos de personnes qui avaient vu mes publications. J'en ai répondu à certains, j'en ai ignoré d'autres, et j'ai soigneusement formulé mes réponses pour peindre le portrait d'une femme qui avait trouvé la force de quitter une mauvaise situation. « Je vais bien », ai-je dit à ma sœur quand elle a appelé, sa voix serrée par l'inquiétude. « Je vais même mieux que depuis longtemps. »« Que s'est-il passé, Aria ? Tu semblais si heureuse avec lui. »« Je le pensais, » ai-je dit, et pour la première fois, j'ai laissé une note de tristesse s'infiltrer dans ma voix. Mais parfois, nous confondons contrôle et amour. Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes devenus petites jusqu'à ce que nous nous rappelions ce que ça fait de respirer librement. Ma sœur est restée silencieuse un long moment. Il t'a fait du mal ? Pas de la manière qui laisse des cicatrices visibles, ai-je dit prudemment. Mais oui, il m'a fait du mal. Oh, ma chérie, je suis tellement désolé. J'aurais dû voir. Non, les jeux interrompus. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est la faute de personne d'autre que lui. Et maintenant, c'est fini. Mais ce n'était pas fini. Loin de là. Alors que la nuit tombait, je me suis assise dans ma chambre d'hôtel et j'ai attendu. Blake aurait trouvé la bague maintenant. Il aurait essayé de m'appeler, de m'envoyer un texto, peut-être même serait allé à mon bureau à ma recherche. Il serait confus, puis en colère, puis probablement soulagé que j'ai facilité la rupture. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Mon téléphone a sonné à 23h47. Le nom de Blake s'est affiché sur l'écran, et je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. La messagerie vocale était exactement ce à quoi je m'attendais. De la confusion déguisée en inquiétude avec une pointe d'irritation que j'ai osé le déranger. « Aria, qu'est-ce qui se passe ? Je me réveille et tu es parti. Ta bague est sur la table de nuit et tu ne réponds pas au téléphone. Écoute, je sais que nous avons eu quelques problèmes ces derniers temps, mais c'est de la folie. Rappelle-moi, d'accord ? Nous pouvons régler ça. Nous le faisons toujours. » Comme si notre façon de régler les choses n'avait pas toujours signifié que je m'excusais, que je changeais, que je me réduisais pour correspondre à ses attentes. J'ai supprimé le message vocal sans le réécouter. Le deuxième appel est arrivé 20 minutes plus tard. Cette fois, j'ai répondu. « Aria, Dieu merci. Où es-tu ? Ça va ? » Sa voix était différente maintenant, plus haute, plus frénétique. Les emails avaient probablement commencé à atteindre leur cible. « Je vais bien, Blake, » ai-je dit, ma voix calme et stable. Mieux que depuis des mois, en fait. Que se passe-t-il ? Pourquoi es-tu parti ? Et pourquoi diable des gens de mon bureau m'appellent-ils pour me poser des questions sur ?
Il s'est arrêté brusquement. Sur quoi, ai-je relancé gentiment. Tu sais quoi, a-t-il dit, et maintenant sa voix portait l'arrête que je connaissais si bien. Qu'est-ce que tu leur as dit, Aria? J'ai dit la vérité. Le silence s'est étiré entre nous, lourd d'implications. Je pouvais pratiquement l'entendre calculer, essayer de comprendre à quel point je pouvais faire de dégâts, combien je savais réellement. La vérité, a-t-il dit finalement, et il essayait son ancien ton charmant, celui qui me faisait autrefois fondre. Allez, bébé. Tu es bouleversé. Je comprends. Nous avons tous les deux été sous beaucoup de stress ces derniers temps. Mais ne crois-tu pas que tu es un peu dramatique? Dramatique? C'était le mot que j'attendais. Celui qu'il utilisait toujours quand j'osais avoir des sentiments qu'il n'approuvait pas. Est-ce que je suis dramatique, Blake? Ou est-ce que je suis enfin honnête? Honnête à propos de quoi? Nous avons eu quelques disputes, bien sûr, mais tous les couples. Tu m'as frappé, ai-je dit calmement, et les mots sont restés en l'air comme une lame. Un autre silence. Plus long cette fois. C'était un accident, a-t-il dit finalement. Tu sais que c'était un accident. Je ne le ferai jamais. Lequel, ai-je interrompu? Le premier, quand tu as attrapé mon poignet si fort que tu as laissé des ecchymoses. Le deuxième, quand ton coude a frappé ma côte par hasard, ou le troisième, quand tu m'as donné un revers en plein visage. J'ai des photos, Blake, des ecchymoses, des photos horodatées qui montrent exactement quand chaque incident s'est produit. J'ai aussi des enregistrements. C'était un mensonge, mais il ne le savait pas. Et la peur dans sa voix quand il a parlé à nouveau m'a dit que le bluff avait fonctionné. Des enregistrements de quoi? De toi. Des choses que tu me dis quand tu penses que je suis trop brisé pour te défendre. De la façon dont tu parles de moi quand tu penses que je ne peux pas entendre. Comme le mémo vocal qu'il m'avait accidentellement envoyé. Mais je n'étais pas encore prête à jouer cette carte. Écoute, Blake, a-t-il dit, et maintenant il était en mode contrôle des dégâts complets. Je sais que je n'ai pas été parfait. Le stress au travail, la pression. Ça me rend fou. Mais je t'aime, Aria. Nous pouvons surmonter ça. Je vais me faire aider. Je vais. Te quoi? Aller en thérapie. Promettre de changer. Me dire combien tu es désolé et que ça n'arrivera plus jamais. J'ai ri et le son était assez aigu pour couper. J'ai déjà entendu cette chanson, Blake. L'encours ne m'intéresse pas. Alors quoi? Tu vas détruire ma carrière pour des problèmes relationnels? C'est de la folie, Aria. C'est ce que je me suis demandé quand tu t'es interrompu, ai-je dit. Ce n'est pas qui tu es, a-t-il dit finalement, et sa voix était plus douce maintenant, presque suppliante. Tu n'es pas vindicative. Tu n'es pas cruelle. Tu es meilleur que ça. Tu as raison, ai-je dit. La femme avec qui tu as vécu ces derniers mois n'est ni vindicative ni cruelle. Elle est pathétique et désespérée et tellement brisée qu'elle dégoûte même l'homme qui prétend l'aimer. J'ai entendu sa respiration vive et j'ai su qu'il se souvenait du mémo vocal. Se demandant si je l'avais entendu par hasard. Mais voilà le truc, Blake, ai-je continué. Cette femme n'est pas qui je suis vraiment. Elle est qui tu m'as faite. Et maintenant que je me souviens qui je suis réellement, je trouve que je suis très intéressé à m'assurer que tu fasses quelques conséquences pour ce que tu as fait. Aria, s'il te plaît. Bonne nuit, Blake. Oh, et ne te donne pas la peine de me trouver. Je suis quelque part où tu ne penseras jamais à chercher. Quelque part en sécurité où je peux penser clairement pour la première fois depuis des mois. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé la phase 4. Le lendemain matin a apporté exactement ce que j'avais espéré. Le chaos. Je me suis réveillé dans ma chambre d'hôtel avec 17 appels manqués de divers numéros de Blake, son portable, sa ligne de bureau, même le téléphone de la maison de ses parents. Il était clairement assez désespéré pour impliquer sa famille, ce qui signifiait que la panique s'installait. Mais plus important encore, mes graines soigneusement plantées commençaient à germer. Le premier signe est venu sous la forme d'une notification LinkedIn. Blake avait été tagué dans une publication par quelqu'un de son entreprise, une photo de groupe d'un événement de team building avec la légende « Célébrons nos incroyables collègues qui incarnent les valeurs de Hartwell chaque jour ». Mais le visage de Blake avait été délibérément recadré de l'image, subtil, mais révélateur.
Je me suis fait du café dans la minuscule kitchenette de l'hôtel et je me suis installé pour regarder le spectacle se dérouler. À 10 heures, Blake avait créé un nouveau numéro de téléphone et m'appelait depuis celui-ci. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, puis j'ai écouté ses messages de plus en plus frénétiques. Aria, je sais que tu les reçois. Catherine Walsh m'a convoqué dans son bureau ce matin. Il me place en congé administratif dans l'attente d'une enquête. Une enquête? Aria? Tu comprends ce que cela signifie pour ma carrière? Je comprenais parfaitement. Cela signifiait que tout se déroulait selon le plan. Le message suivant était plus en colère. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement détruire la vie de quelqu'un parce que tu es contrarié par une rupture. J'ai des droits, Aria. J'ai une réputation à protéger. L'ironie était délicieuse. Blake Hernandez, qui avait passé des mois à détruire systématiquement mon sens de moi-même, était indigné que quelqu'un puisse nuire à sa réputation. Mais le troisième message était différent. Sa voix était plus petite, plus vulnérable, et pendant un instant, il a ressemblé à l'homme dont j'étais tombée amoureuse à l'université. S'il te plaît, Aria. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je t'ai blessé. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé. Mais ça va tout gâcher ce pourquoi j'ai travaillé. Ne pouvons-nous pas simplement parler? Ne pouvons-nous pas régler ça comme des adultes? Comme des adultes. Comme si frapper sa fiancée était un comportement adulte. Comme si l'abus psychologique était une façon mature de gérer le stress relationnel. J'ai supprimé les messages et vérifié mes emails. Les réponses étaient meilleures que ce que j'osais espérer. Catherine Walsh m'avait écrit personnellement pour me remercier d'avoir porté l'affaire à leur attention et m'assurer que Hartwell & Associates prenait de telles allégations très au sérieux. Le département des ressources humaines avait envoyé un accusé de réception formelle de ma plainte et une demande de toute documentation supplémentaire que je pourrais avoir. Mais la réponse la plus satisfaisante est venue de la fondation familiale que Blake courtisait. Leur directrice exécutive, une femme nommée Dr. Sarah Martinez, avait écrit un long email exprimant son choc et sa déception. Elle avait également mentionné qu'ils réévalueraient leur partenariat potentiel avec M. Hernandez et Hartwell & Associates à la lumière de ces graves allégations. Le client en or de Blake, celui dont il se vantait depuis des mois, lui échappait. J'ai passé la matinée à passer d'autres appels, à contacter des amis et des connaissances mutuelles avec des conversations soigneusement élaborées qui peignaient un tableau sans énoncer explicitement les faits. Je voulais juste que tu saches que Blake et moi avons mis fin à nos fiançailles, ai-je dit au colocataire de Blake, Marcus, qui avait toujours semblé être un type décent. Je vais bien, mais je voulais te contacter parce que je sais que vous êtes proches, et je ne voulais pas que tu sois prise au dépourvu s'il semble différent ces derniers temps. Différent comment, a demandé Marcus, de l'inquiétude transpirant dans sa voix. Je pense qu'il a été soumis à beaucoup de pression, ai-je dit prudemment. Stress au travail, peut-être d'autres problèmes. Il n'a pas été lui-même. J'espère juste qu'il obtiendra l'aide dont il a besoin. C'était magistral, vraiment. Je ne faisais pas d'accusation ni ne partageais de détails, exprimant simplement ma préoccupation pour le bien-être de Blake d'une manière qui amènerait Marcus à commencer à prêter plus d'attention au comportement de son ami. Et quand Blake finirait inévitablement par râler à propos de son ex-fiancée folle qui essayait de ruiner sa vie, Marcus se souviendrait de cette conversation et se demanderait ce qu'il avait manqué. J'ai eu des conversations similaires avec 3 autres amis communs, chacune soigneusement calibrée pour planter des graines de doute sans franchir la ligne de la manipulation évidente. En soirée, la réponse des réseaux sociaux devenait impossible à ignorer. Mon simple post sur le fait de s'en aller avait généré plus de 200 commentaires et partages avec des amis et des membres de la famille partageant leurs propres histoires de rupture de relations toxiques. L'afflux de soutien était sincère et écrasant, et cela contrastait fortement avec la présence en ligne de Blake, qui était complètement silencieuse. Ce silence était révélateur. Blake était généralement actif sur les réseaux sociaux, postant sur ses succès professionnels, partageant des articles sur les stratégies d'investissement, maintenant son image de succès soigneusement cultivée. Mais aujourd'hui, rien. Il était probablement trop occupé à gérer les retombées pour se soucier de son image en ligne. Ou peut-être que ses avocats lui avaient conseillé de rester silencieux. L'idée me fit sourire. Si Blake avait déjà fait appel à un avocat, cela signifiait qu'il comprenait la gravité de sa situation. Cela signifiait qu'il avait peur. Bien. Mon téléphone a sonné à 15 heures. Numéro inconnu, mais j'ai reconnu l'indicatif régional.
Greenwich, Connecticut. Les parents de Blake. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Aria, ma chérie, c'est Linda Hernandez. La voix de la mère de Blake était tendue, soigneusement contrôlée, suggérant qu'elle faisait de grands efforts pour rester polie. J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous appeler. Blake m'a donné votre numéro. Bien sûr que non, Madame Hernandez. Comment allez-vous? Eh bien, je vais mieux, pour être honnête. Blake nous a parlé. De la situation, de la fin de vos fiançailles. Oui, ai-je dit simplement. Je suis désolé que vous ayez dû le découvrir ainsi. Il a aussi mentionné qu'il pourrait y avoir des malentendus sur ce qui s'est passé entre vous deux. Certaines choses qui pourraient affecter son travail. Des malentendus. C'était une façon de le dire. Je ne suis pas sûr de ce que Blake vous a dit, ai-je dit prudemment. Mais je n'ai rien mal compris. J'ai simplement été honnête sur mes expériences. Il y a eu une longue pause. Linda Hernandez était une femme intelligente. Je l'avais toujours aimée lors de nos interactions précédentes. Elle avait élevé 2 enfants brillants et avait été mariée à un avocat éminent pendant plus de 30 ans. Elle savait lire entre les lignes. Aria, a-t-elle dit finalement, sa voix plus douce maintenant. Mon fils t'a-t-il fait du mal? La question est restée en suspens entre nous, lourde d'implications. Je pouvais mentir, éluder, protéger la relation de Blake avec sa famille. L'ancienne Aria aurait fait exactement cela, mais l'ancienne Aria était partie. Oui, ai-je dit calmement. Il l'a fait. J'ai entendu sa respiration vive suivie d'un long silence. Je suis tellement désolé, a-t-elle murmuré finalement. Je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Il semblait si. Il parlait toujours de toi avec tant d'amour. Je suis sûr qu'il le faisait, ai-je dit, et je le pensais. Blake m'aimait probablement à sa manière tordue, mais l'amour sans respect. L'amour qui venait avec des conditions et des punitions. L'amour qui exigeait que je disparaisse petit à petit. Ce n'était pas vraiment de l'amour du tout. Que puis-je faire, a demandé Linda. Comment puis-je aider? La question m'a surprise. Je m'attendais à ce qu'elle défende son fils, qu'elle trouve des excuses, qu'elle essaie de minimiser ce qui s'était passé. Au lieu de cela, elle m'offrait son aide. Ne trouvez pas d'excuses pour lui, ai-je dit. Ne lui laissez pas vous convaincre que c'était de ma faute ou que j'exagérais ou que c'était juste le stress du travail. Ce qu'il m'a fait, il a choisi de le faire. Et s'il ne fait pas face à de vraies conséquences, il le fera à quelqu'un d'autre. Tu as raison, a-t-elle dit, et sa voix était plus forte maintenant. Tu as absolument raison. Je l'ai élevé mieux que ça. Nous l'avons élevé mieux que ça. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma chambre d'hôtel et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des mois. De la validation. La mère de Blake me croyait. Elle ne cherchait pas d'excuses ni n'essayait de le protéger. Elle le tenait responsable. C'était plus que ce que j'osais espérer. Mais la journée n'était pas encore terminée. À 18h, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Nous devons parler. Rendez-vous au Café Luna sur 42e rue. 1 heure. Venez seul. Meredith. La sœur de Blake. J'ai fixé le message pendant longtemps, pesant mes options. Rencontrer Meredith pourrait être dangereux. Elle pourrait essayer d'aider Blake, de me convaincre de reculer, de trouver un moyen de minimiser les dégâts que je causais. Mais cela pourrait aussi être une opportunité. Meredith était celle à qui Blake parlait dans ce mémo vocal. Celle qui avait apparemment accepté qu'il me quitte. Elle savait des choses sur son frère que je ne savais pas, avait vu des côtés de lui qu'il m'avait cachés. Et si j'étais très prudente, très intelligente, je pourrais peut-être transformer la sœur de Blake en alliée. J'ai attrapé mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Le café Luna était bondé en raison de l'affluence après le travail, l'air épais de l'odeur du café et du bourdonnement bas des conversations. J'ai repéré Meredith immédiatement. Elle avait les yeux verts de Blake et les cheveux sombres, mais là où ses traits étaient devenus affûtés par la cruauté au cours de la dernière année, les siens restaient doux avec ce qui ressemblait à une inquiétude sincère. Elle était assise dans une banquette d'angle, ses mains enroulées autour d'une tasse de café comme si elle essayait de se réchauffer de l'intérieur. Quand elle m'a vu approcher, elle s'est levée rapidement et j'ai été surprise de voir des larmes dans ses yeux. « Aria » a-t-elle dit, et sa voix était épaisse d'émotion. « Merci d'être venue.
Je n'étais pas sûr que vous viendriez. Je me suis glissé dans la banquette en face d'elle, étudiant attentivement son visage. Ton frère t'a envoyé, n'est-ce pas? Pour essayer de me convaincre de reculer. Le rire de Meredith était amer. Blake ne sait pas que je suis ici. S'il le savait, il ne me parlerait probablement plus jamais. Elle a pris une gorgée tremblante de son café. Je suis venu parce que je vous dois des excuses, d'énormes excuses. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'étais préparé à la manipulation, aux culpabilisations, aux tentatives de me faire avoir pitié de Blake. Je n'étais pas préparé à des excuses. Pourquoi, ai-je demandé prudemment. Pour ne pas avoir parlé plus tôt, pour ne pas avoir vu ce qui t'arrivait, pour... Elle a fait une pause, ses yeux se remplissant de nouvelles larmes. Pour l'avoir encouragé à te quitter au lieu de l'encourager à chercher de l'aide. Mon sang s'est glacé. Alors, elle avait participé à ces conversations, avait conseillé Blake sur sa relation, mais ses paroles suggéraient quelque chose de différent de ce que j'avais supposé. Que entends-tu par là, ai-je demandé. Meredith s'est assise, sa tasse de café posée avec des mains tremblantes. Blake m'appelle depuis des mois, se plaint de toi, de la façon dont tu as changé, de la façon dont tu n'étais plus la femme dont il était tombé amoureux, de la façon dont tu étais collante et needy, et elle a avalé difficilement, et pathétique. Chaque mot m'a frappé comme un coup physique, même si je les avais déjà entendus dans le mémo vocal. Les entendre répétés par sa sœur les rendait d'une certaine manière pire. Au début, je lui disais que les relations traversent des périodes difficiles, a continué Meredith. Que peut-être tu t'adaptais juste à la vie commune, qu'il devait être patient, mais il continuait d'appeler, continuait de se plaindre, et finalement j'ai commencé à le croire. Elle m'a regardé alors, et la culpabilité dans ses yeux était indéniable. Je lui ai dit que s'il était si malheureux, peut-être qu'il devrait y mettre fin. J'ai dit que la vie était trop courte pour rester dans une relation qui ne fonctionne pas. Je pensais. Mon Dieu, Aria, je pensais que vous étiez juste incompatibles. Je pensais que tu étais peut-être vraiment devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il ne pouvait plus aimer. Mais ai-je amorcé, sentant qu'il y avait plus. Mais ensuite je t'ai vu à la fête de maman et papa le mois dernier. Tu te souviens? Je me souvenais. C'était une soirée tendue avec Blake critiquant tout, de ma robe à mes sujets de conversation sur le chemin. Quand nous sommes arrivés, j'avais marché sur des œufs, terrifié de faire quoi que ce soit qui puisse le faire exploser. Tu étais si silencieuse, a dit Meredith. Si petite. Tu parlais à peine, sauf si quelqu'un te posait une question directe. Et même alors, tu ne cessais de regarder Blake comme si tu demandais la permission. Et quand il t'a grondé pour avoir renversé du vin sur ta robe. C'était un accident, ai-je dit automatiquement, le vieux mécanisme de défense se déclenchant. Je sais que c'était un accident, a dit Meredith fermement. Mais la façon dont il t'a parlé, la façon dont tu as tressailli, Aria, je ne t'ai jamais vu tressaillir auparavant. Tu étais autrefois si confiante, si sûre de toi. Tu argumentais autant que tu recevais dans n'importe quelle dispute, tu te défendais, tu interpellais les gens quand ils étaient déraisonnables. Mais ce soir-là, tu avais l'air terrifié. Elle a fait une pause, s'essuyant les yeux avec une serviette. Je suis rentré à la maison ce soir-là et je n'arrêtais pas d'y penser. À quel point tu semblais différente, à quel point tu avais l'air effrayée, et j'ai commencé à me souvenir d'autre chose. Comment Blake t'interrompait quand tu parlais, comment il te corrigeait sur des choses qui n'avaient pas d'importance, comment il faisait ses petits commentaires sur ton apparence ou tes opinions qui semblaient inoffensifs mais étaient en fait cruels. Le mot flottait entre nous, lourd de reconnaissance. Je l'ai appelé le lendemain, a continué Meredith. Je lui ai dit que j'étais inquiète pour toi, que peut-être autre chose se passait, que peut-être la raison pour laquelle tu avais changé n'était pas parce que vous étiez incompatibles, mais parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre relation. Qu'a-t-il dit? Le visage de Meredith s'est assombri. Il s'est mis en colère. Vraiment en colère. Il a dit, je ne comprends pas la situation, que je ne vois qu'un seul côté des choses. Il a dit, tu es manipulative, que tu joues la victime pour obtenir de la sympathie, que tu essaies de retourner sa propre famille contre lui. J'ai ressenti un frisson me parcourir l'échine. Même confronté aux inquiétudes de sa sœur, Blake avait redoublé d'efforts, c'était pas comme le problème. Mais plus il se défendait, plus je commençais à voir la vérité. Je suis médecin, Aria, a dit Meredith. Je vois les signes d'abus dans les familles de mes patientes tout le temps.
Je sais ce que ça ressemble quand quelqu'un est systématiquement brisé, et j'ai réalisé que c'est exactement ce qui t'était arrivé. Elle s'est penchée en avant, posant doucement sa main sur la mienne. Je suis tellement désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je suis désolé de ne pas avoir parlé quand j'aurais dû. Et je suis désolé de t'avoir jamais dit de me quitter au lieu de lui dire de chercher de l'aide pour ce qui le faisait te traiter ainsi. Je l'ai regardée pendant un long moment, traitant ce qu'elle venait de me dire. La propre sœur de Blake avait reconnu les signes d'abus, avait essayé de le confronter à ce sujet, et il avait réagi en me dépeignant comme manipulatrice et vindicative. Il y a autre chose, ai-je dit calmement. Quelque chose que tu devrais savoir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué le mémo vocal que Blake m'avait accidentellement envoyé. Le visage de Meredith est devenu blanc alors qu'elle écoutait la cruauté décontractée de son frère, son dégoût pour ce qu'il m'avait fait devenir, ses plans pour me quitter parce que je n'étais plus assez forte pour lui. Quand ce fut terminé, elle pleurait ouvertement. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Oh mon Dieu, Aria, je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée qu'il parlait de toi comme ça. Quand il m'a appelé la semaine dernière, il a fait comme si vous vous éloigniez juste, comme si c'était une incompatibilité mutuelle. Il n'a jamais dit. Il ne m'a jamais dit qu'il te pensait pathétique. Mais tu lui as dit qu'il devrait me quitter, ai-je dit, non pas accusatrice, juste constatant un fait. Oui, a-t-elle admis. Mais pas parce que je pensais que tu étais le problème. Je lui ai dit que s'il ne pouvait pas t'aimer et te respecter comme tu le méritais, alors il devrait te laisser partir pour que tu puisses trouver quelqu'un qui le ferait. Je pensais peut-être que s'il partait, tu aurais une chance de guérir, de redevenir toi-même. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de tromperie, mais tout ce que j'ai vu était un remords sincère et de la colère. De la colère contre son frère pour ce qu'il avait fait et contre elle-même pour ne pas l'avoir arrêté plus tôt. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je demandé. Parce que ce que tu fais, l'exposer, t'assurer qu'il y ait des conséquences, c'est exactement ce qui devrait arriver, a dit Meredith. Blake a toujours été capable de se sortir de situations difficiles en charmant, en convainquant les gens que ses problèmes étaient la faute de quelqu'un d'autre. Mais cette fois, il ne peut pas. Cette fois, il y a des preuves. Il y a des témoins. Il y a toi qui refuses de te taire. Elle s'est penchée en avant, ses yeux intenses. Je veux t'aider, a-t-elle dit. Je veux m'assurer qu'il affronte de vraies conséquences pour ce qu'il a fait. Non seulement perdre son emploi, mais comprendre que ses actions ont détruit des vies. Qu'il est devenu quelqu'un que nos parents ne l'ont pas élevé pour être. Comment, ai-je demandé. Meredith est restée silencieuse un moment, puis a sorti son propre téléphone. Blake ne le sait pas, mais j'enregistre nos conversations depuis un mois, a-t-elle expliqué. Depuis que j'ai commencé à soupçonner ce qui se passait vraiment. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Les enregistrer. Je suis une personne qui doit rendre compte, a-t-elle expliqué. Quand je soupçonne un abus, je dois le documenter. J'ai commencé à enregistrer nos appels comme preuve au cas où. Au cas où il t'arriverait quelque chose. Au cas où tu aurais besoin de preuves de ce qu'il était vraiment. Elle a fait défiler son téléphone et m'a montré une liste de fichiers audio. Chacun daté et étiqueté avec le nom de Blake. Il y a des heures d'enregistrement ici, Aria. Blake parlant de toi, de votre relation, des choses qu'il a faites. Il m'a dit des choses qu'il ne dirait jamais en public, des choses qui montrent exactement qui il est vraiment. J'ai fixé le téléphone, n'osant à peine croire ce que je voyais. Seriez-vous prête à partager ça? Je serais prête à faire plus que ça, a dit Meredith fermement. Je serais prête à témoigner si ça arrive là. À déclarer publiquement ce que j'ai observé, ce que j'ai entendu. Blake est mon frère et je l'aime, mais ce qu'il t'a fait est impardonnable. Et si je ne parle pas maintenant, il le fera à quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis que j'avais entendu ce mémo vocal, j'ai senti des larmes me piquer les yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de rage. C'étaient des larmes de soulagement. Je n'étais pas seul dans cette affaire. La propre sœur de Blake était prête à se tenir à mes côtés pour m'aider à m'assurer qu'il affronterait les conséquences de ses actes. Il y a autre chose, a dit Meredith calmement. Quelque chose que vous devriez savoir sur l'histoire de Blake. J'ai levé les yeux vers elle, attendant. Tu n'as pas été la première, a-t-elle dit, et sa voix n'était guère plus qu'un murmure. Il y a eu une fille à l'université, Rebecca. Ils sont sortis ensemble pendant environ un an et vers la fin, elle a changé,
est devenue silencieuse, retirée. Elle l'a quitté, soudainement ne voulant dire à personne pourquoi. À l'époque, nous pensions tous qu'elle était juste dramatique, qu'elle avait peut-être trouvé quelqu'un d'autre. Mon sang s'est glacé. Mais maintenant, tu penses. Maintenant, je pense que Blake fait ça depuis des années, a dit Meredith. Je pense qu'il a une tendance à trouver des femmes fortes et confiantes et à les briser systématiquement jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des ombres d'elles-mêmes. Et puis quand il s'ennuie de ce qu'il a créé, il les jette et passe à quelqu'un de nouveau. Les implications m'ont frappé comme un coup physique. Je n'étais pas la première victime de Blake. Il y en avait eu d'autres avant moi, et s'il n'était pas arrêté, il y en aurait d'autres après moi. J'ai essayé de trouver Rebecca, a continué Meredith, de la contacter pour voir si elle serait disposée à parler, mais elle a complètement disparu des réseaux sociaux, a changé de nom, a déménagé dans tout le pays. C'est comme si elle essayait d'effacer toute trace de qui elle était autrefois. Ou comme si elle se cachait de quelqu'un qui l'avait détruite au point qu'elle ne pouvait supporter d'être trouvée. Nous devons l'arrêter, ai-je dit, et ma voix était plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Nous devons nous assurer qu'il ne peut pas faire ça à quelqu'un d'autre. Meredith a hoché la tête. Je sais, et je pense que je sais comment. Elle s'est penchée en avant, baissant la voix, même si le café était assez bruyant pour que personne ne puisse nous entendre. L'entreprise de Blake n'enquête pas sur lui uniquement à cause de votre plainte, a-t-elle dit. Il y a eu d'autres plaintes. Des rumeurs sur son comportement avec des collègues féminines, des questions sur sa conduite lors d'événements d'entreprise. Votre email n'a été que le dernier élément de preuve dont ils avaient besoin pour agir. Comment savez-vous ça? Parce que je connais quelqu'un qui y travaille. Un ami de l'école de médecine dont le mari est associé chez Hartwell. Il me parle des murmures, des préoccupations qui s'accumulent depuis des mois. C'était mieux que ce que j'osais espérer. Blake ne faisait pas seulement face à des conséquences pour ce qu'il m'avait fait. Il faisait face à des conséquences pour un schéma de comportement qui s'était développé depuis des mois, peut-être des années. Que faut-il de ma part, ai-je demandé. Continuez ce que vous faites, a dit Meredith. Continuez à dire la vérité. Continuez à refuser de vous taire. Et quand le moment viendra, quand ils auront besoin de témoins, quand ils auront besoin de preuves, soyez prête à vous lever au tribunal et à raconter votre histoire. Et vous serez avec moi. Je serai avec toi, a-t-elle dit fermement. Blake est mon frère, mais tu es la victime ici. Et je serai damné si je le laisse détruire la vie d'une autre femme juste parce que j'ai été trop lâche pour parler. Nous sommes restés silencieux un moment, le poids de ce que nous planifions s'installant entre nous. Il va être furieux quand il découvrira que tu m'aides, ai-je dit finalement. Le sourire de Meredith était sombre. Laissez-le être furieux. J'ai passé trop d'années à trouver des excuses à Blake, à me dire que ses problèmes n'étaient que du stress ou de l'immaturité ou de la malchance. Mais la vérité, c'est qu'il est devenu quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui blesse les gens et ensuite les blâme d'être blessés. Elle s'est levée, rassemblant son manteau et son sac à main. Je vous enverrai des copies des enregistrements ce soir, a-t-elle dit. Et je commencerai à contacter d'autres personnes qui pourraient avoir des informations. Meredith, ai-je dit alors qu'elle se tournait pour partir. Merci de me croire, de m'aider, de me voir. Ses yeux se sont remplis de larmes à nouveau. J'aurais dû te voir plus tôt, a-t-elle dit. J'aurais dû te protéger quand j'en avais l'occasion. Mais je vais m'assurer que Blake n'ait plus jamais la chance de blesser quelqu'un d'autre comme il t'a blessé. Après son départ, je suis restée assise au café pendant longtemps, traitant tout ce qui venait de se passer. La propre sœur de Blake travaillait maintenant contre lui. Son entreprise l'enquêtait pour un schéma de comportement, pas seulement pour ma plainte isolée. Il y avait des enregistrements de lui révélant sa vraie nature, des témoins qui avaient vu les signes d'abus. La toile que j'avais commencé à tisser ce matin devenait plus forte, plus complexe, plus inéluctable. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à taper un nouvel email. Celui-ci allait à Rebecca, l'ex-petite amie de Blake à l'université. Meredith n'avait peut-être pas réussi à la trouver, mais j'avais des ressources qu'elle n'avait pas. J'avais une motivation qu'elle ne pouvait égaler. Et j'avais le sentiment que Rebecca attendait depuis des années que quelqu'un lui pose les bonnes questions. Blake Hernandez pensait qu'il pouvait détruire les femmes et s'en tirer indemne. Il pensait que ses victimes resteraient silencieuses, resteraient brisées, resteraient cachées. Il allait apprendre à quel point il avait tort. 3 jours plus tard,
le monde de Blake commença à s'effondrer en bonne et due forme. Je me suis réveillé dans ma chambre d'hôtel avec 17 appels manqués et 43 messages textes. Pas de Blake cette fois, mais de numéros que je ne reconnaissais pas. Le mot se répandait plus vite que je ne l'avais anticipé, et les gens prenaient parti. Le premier appel auquel j'ai répondu était celui de Catherine Walsh chez Hartwell & Associates. « Madame Sébastien », a-t-elle dit, sa voix professionnelle mais chaleureuse. « Merci d'avoir pris mon appel. Je voulais vous informer de notre enquête sur la conduite de Monsieur Hernandez. » Je me suis redressé, mon cœur battant la chamade. Bien sûr, en me basant sur votre plainte et plusieurs autres qui ont fait surface, nous avons décidé de mettre fin à l'emploi de Monsieur Hernandez avec effet immédiat. Nous avons également signalé nos conclusions aux autorités appropriées, car certaines allégations suggèrent un comportement criminel. Un comportement criminel. Les mots m'ont donné des frissons, mais aussi un regain de satisfaction. Blake affrontait enfin de vraies conséquences. Je veux que vous sachiez, a continué Catherine, que votre courage à vous manifester a donné aux autres femmes le courage de parler. Sans votre plainte initiale, nous n'aurions peut-être jamais découvert l'étendue complète des inconduites de Monsieur Hernandez. D'autres femmes, au pluriel, Blake avait été occupé. Pouvez-vous me dire quelque chose sur les autres plaintes? Je ne peux pas partager de détails, mais je peux vous dire qu'elle brosse un tableau cohérent d'un homme qui utilise sa position et son charme pour manipuler et contrôler les femmes. Votre expérience, malheureusement, n'était pas unique. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans un silence stupéfait. Je savais intellectuellement que Blake avait probablement d'autres victimes, mais entendre cela confirmé était différent. Cela rendait son traitement de moi moins personnel et plus calculé. Il ne m'avait pas brisé parce que j'étais faible ou imparfaite, mais parce que c'est ce qu'il faisait. C'était son schéma, sa méthode, son choix. Le deuxième appel venait du détective Maria Santos de l'unité des victimes spéciales de la NIPD. Madame Sébastien, je comprends que vous ayez fait des allégations contre Blake Hernandez concernant la violence domestique et l'abus psychologique. Je voudrais programmer un moment pour vous parler afin de déposer des accusations formelles. Des accusations formelles? Les mots ont fait trembler mes mains, mais pas de peur, d'anticipation. Oui, ai-je dit sans hésitation. J'aimerais beaucoup ça. Nous avons programmé une réunion pour le lendemain, et le détective Santos a mentionné qu'ils avaient déjà reçu des plaintes similaires de 2 autres femmes. La maison de cartes de Blake s'effondrait plus vite que je ne l'avais espéré. Mais l'appel le plus satisfaisant venait d'un numéro inconnu avec un indicatif régional de Californie. Est-ce bien Aria Sébastien? La voix était douce, hésitante, mais il y avait quelque chose de familier. Oui, c'est Aria. Mon nom est Rebecca Martinez. J'étais Rebecca Walsh, mais j'ai changé de nom après l'université. J'ai reçu votre email. Mon cœur s'est arrêté. Rebecca, l'ex-petite amie de Blake à l'université, celle qui avait disparu si complètement que même sa sœur ne pouvait pas la trouver. Rebecca, ai-je soufflé. Merci d'avoir appelé. Je n'étais pas sûr que vous le feriez. Je l'ai presque pas fait, a-t-elle admis. J'ai passé 8 ans à essayer d'oublier que Blake Hernandez avait jamais existé. Mais quand j'ai lu votre email, quand j'ai vu qu'il vous avait fait ce qu'il m'avait fait, sa voix s'est légèrement cassée, je ne pouvais plus rester silencieuse. Nous avons parlé pendant 2 heures. L'histoire de Rebecca était d'une similarité déchirante avec la mienne, l'érosion progressive de sa confiance, les critiques constantes déguisées en préoccupation, l'isolement des amis et de la famille, le contrôle croissant, et la violence éventuelle. Il m'a cassé le bras, a-t-elle dit calmement. Il a prétendu que c'était un accident, que j'étais tombé dans les escaliers. Mais je savais. Je savais qu'il m'avait poussé et je savais que si je restais, cela ne ferait qu'empirer. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé, ai-je demandé doucement. Parce que j'avais 21 ans et que j'étais terrifié et convaincu que c'était d'une manière ou d'une autre ma faute, a-t-elle dit. Parce qu'il était charmant et populaire et venait d'une bonne famille, et j'étais juste une fille boursière du mauvais côté de la ville. Qui m'aurait cru? Je vous crois, ai-je dit. Et je pense que beaucoup d'autres le feront. Rebecca est restée silencieuse un long moment. Tu penses vraiment qu'on peut l'arrêter? Je pense qu'on est déjà en train de l'arrêter, ai-je dit. Il a perdu son emploi. Il fait l'objet d'une enquête criminelle et sa réputation est en ruine. Mais plus important encore, nous nous assurons que tout le monde sache qui il est vraiment. Je veux aider, a dit Rebecca soudainement.
Je veux témoigner ou faire une déclaration ou quoi que ce soit dont tu as besoin. Je me cache depuis 8 ans, mais j'en ai marre d'avoir peur. J'en ai marre de le laisser gagner. À la fin de la semaine, la situation de Blake était passée de mauvaise à catastrophique. L'histoire avait été reprise par un blog d'actualité locale spécialisé dans l'exposition d'hommes puissants qui abusaient des femmes. Le titre disait « Une firme d'investissement licencie un employé après de multiples allégations de violence domestique ». L'article était soigneusement rédigé pour éviter les erreurs juridiques, mais il dépeignait clairement un homme dont le succès professionnel avait masqué un schéma de cruauté personnelle. Il mentionnait que plusieurs femmes s'étaient manifestées, que des accusations criminelles étaient envisagées et que l'enquête était en cours. Le profil LinkedIn de Blake a disparu, son Instagram est devenu privé, son compte Facebook a été entièrement désactivé. Mais le coup le plus dévastateur est venu d'une source inattendue, ses propres parents. Je prenais un café avec Meredith quand elle a reçu l'appel de sa mère. « Maman », a répondu Meredith, mettant le téléphone en haut-parleur à mon signe de tête. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Nous avons demandé à Blake de quitter la maison », a dit Linda Hernandez, sa voix lourde d'épuisement. « Nous ne pouvons plus l'avoir ici. Pas après ce que nous avons appris. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» a demandé Meredith, bien que je puisse voir dans ses yeux qu'elle savait déjà. « Nous avons engagé un détective privé », a dit Linda. Après qu'Aria m'ait dit ce que Blake lui avait fait, nous avions besoin de connaître la vérité. Nous avions besoin de savoir si notre fils était vraiment capable de... Elle s'est interrompue, incapable de finir la phrase. Et il y a eu d'autres, Meredith, pas seulement Rebecca et Aria. Au moins 3 autres femmes au fil des ans, peut-être plus. L'enquêteur a trouvé des rapports de police qui n'ont jamais été déposés, des dossiers hospitaliers avec des explications suspectes, des ordonnances de protection qui ont été abandonnées après que les avocats de Blake soient intervenus. Je me suis senti mal. 5 femmes, potentiellement plus. Blake avait systématiquement détruit des vies pendant près d'une décennie, et il s'en était tiré parce que ses victimes avaient trop peur, trop isolées, ou trop brisées pour se défendre. Nous avons également découvert des irrégularités financières, a continué Linda. De l'argent manquant dans les comptes, des cartes de crédit ouvertes au nom d'autres personnes. Blake n'a pas seulement abusé des femmes, il les a volées. De l'abus financier. Une autre couche au schéma de contrôle de Blake auquel je n'avais même pas pensé. Mais cela avait parfaitement du sens. Isolez votre victime émotionnellement, puis rendez-la financièrement dépendante pour qu'elle ne puisse pas partir. Nous le coupons complètement, a dit Linda, sa voix devenant plus forte. Plus d'argent, plus de soutien, plus d'excuses. Nous avons également décidé de créer une fondation à l'honneur d'Aria. Et de Rebecca et de toutes les autres femmes dont nous ne connaîtrons peut-être jamais les noms. Nous allons financer des refuges pour femmes victimes de violences et une aide juridique pour les survivantes d'abus. J'ai senti des larmes couler sur mon visage. Les propres parents de Blake non seulement le tenaient responsable, mais travaillaient activement pour aider ses victimes et prévenir de futurs abus. « Maman », a dit Meredith doucement. « Je suis fier de toi. Je sais que ce n'est pas facile, a admis Linda. Mais c'est nécessaire. Nous avons déçu ces femmes en élevant un fils capable de faire de telles choses. Le moins que nous puissions faire maintenant, c'est d'essayer de faire amende honorable. » Après la fin de l'appel, Meredith et moi sommes restés silencieux un long moment. « Il est complètement seul maintenant », a-t-elle dit finalement. Pas d'emploi, pas de soutien familial, pas d'amis qui s'associeront avec lui. Sa réputation est détruite. Il fait face à des accusations criminelles et tout ce qui l'a jamais blessé se manifeste enfin. Bien, ai-je dit, et je le pensais. Il mérite de se sentir aussi isolé et impuissant que nous a fait sentir. Mais même en disant cela, je savais que ce n'était plus vraiment une question de vengeance. C'était devenu quelque chose de plus grand. Un règlement de compte non seulement pour Blake, mais pour un système qui lui avait permis d'opérer sans contrôle depuis si longtemps. La dernière pièce du puzzle s'est assemblée le lundi suivant, lorsque le détective Santos a appelé avec une mise à jour. « Nous avons arrêté Blake Hernandez », a-t-elle dit sans préambule. Plusieurs chefs d'accusation, y compris agression, coups et blessures, harcèlement et fraude financière. La caution a été fixée à $500 000. Va-t-il faire la caution, ai-je demandé. Improbable. Ses actifs ont été gelés dans l'attente de l'enquête financière, et sa famille a clairement indiqué qu'elle ne verserait pas de caution. Il restera en détention jusqu'au procès. Blake Hernandez, qui avait autrefois semblé si puissant, si intouchable,
était assis dans une cellule de prison. L'homme qui m'avait fait me sentir petite, sans valeur et effrayée, était maintenant celui qui était impuissant. Mais le moment le plus satisfaisant est arrivé 3 jours plus tard quand j'ai reçu une lettre transmise de ma vieille adresse. Blake m'avait écrit depuis la prison. Aria, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Je n'ai jamais voulu te faire de mal comme je l'ai fait. J'ai beaucoup réfléchi ici, et je réalise maintenant que j'étais malade. La pression, le stress, le besoin de tout contrôler. Cela a fait de moi quelqu'un que je ne reconnaissais pas, quelqu'un que je déteste. Je sais que je ne peux pas annuler ce que je t'ai fait, à Rebecca, aux autres. Je sais que je ne peux pas reprendre la douleur que j'ai causée ou les dégâts que j'ai faits. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que tu me rendes visite ou que tu me répondes ou que tu me donnes une autre chance. J'ai juste besoin que tu saches que tu avais raison de partir. Tu avais raison de parler. Tu avais raison de t'assurer que j'affrontais les conséquences. Tu t'es sauvée et tu as probablement sauvé d'autres femmes aussi. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais cru. Et je suis désolé que j'ai tout perdu pour le voir. J'espère que tu pourras trouver la paix. J'espère que tu pourras guérir. J'espère que tu pourras redevenir la femme que tu étais avant que je te brise. Je suis désolé, Blake. J'ai lu la lettre 3 fois, cherchant des signes de manipulation, des menaces cachées ou des tentatives de me faire sentir coupable, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est ce qui semblait être de vrais remords et une reconnaissance de responsabilité. Cela n'a rien changé. Cela n'a pas annulé les mois d'abus ou effacé le traumatisme qu'il avait causé, mais cela m'a donné quelque chose que je n'avais pas prévu. Une conclusion. Blake Hernandez avait enfin compris ce qu'il avait fait. Il me voyait enfin comme une personne plutôt que comme un objet à contrôler. Et il avait enfin affronté les conséquences de ses choix. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai mise dans mon tiroir de bureau. Pas parce que je voulais la garder comme souvenir, mais parce que c'était la preuve de quelque chose d'important. Les agresseurs pouvaient changer, pouvaient reconnaître leur comportement, pouvaient prendre la responsabilité de leurs actions. Il était trop tard pour Blake et moi, trop tard pour Blake et Rebecca et toutes les autres femmes dont les vies avaient été endommagées. Mais peut-être que s'il voulait vraiment dire ce qu'il avait écrit, il n'était pas trop tard pour qu'il devienne quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne blesserait plus jamais une autre femme. 6 mois plus tard, je me tenais dans la salle de bain de mon nouvel appartement, regardant mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait était quelqu'un que je reconnaissais à peine. Non pas parce qu'elle était brisée ou diminuée, mais parce qu'elle était plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Mes cheveux étaient plus courts maintenant, coupés dans un style qui me faisait me sentir confiante et professionnelle. Mes yeux étaient clairs et brillants, plus obscurcis par la peur ou le doute de moi-même. Les ecchymoses avaient disparu depuis longtemps, mais plus important encore, les blessures invisibles qui avaient mis beaucoup plus de temps à guérir avaient disparu. L'appartement était à moi, vraiment à moi. Je l'avais payé avec l'argent du règlement que la famille de Blake avait insisté pour fournir, malgré ma réticence initiale à l'accepter. Linda Hernandez avait été catégorique sur le fait que c'était le moins qu'il puisse faire. Et j'avais finalement accepté quand j'ai réalisé que l'argent pouvait m'aider à reconstruire complètement ma vie. C'était un petit appartement d'une chambre à Brooklyn avec des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres qui laissaient entrer des rayons de soleil doré. Chaque meuble, chaque décoration, chaque détail avait été choisi par moi pour moi. Les opinions ou les préférences de personne d'autre n'avaient influencé mes décisions. Pour la première fois depuis des années, je vivais dans un espace qui reflétait qui j'étais vraiment. Mon téléphone a vibré avec un texto de Luna. Prête pour ce soir? Je suis tellement fier de toi. Ce soir, c'était le lancement de la fondation Linda Hernandez pour les survivantes de violences domestiques, l'organisation que les parents de Blake avaient créée en l'honneur de ses victimes. On m'avait demandé de parler lors du dîner de gala inaugural pour partager mon histoire et aider à sensibiliser aux signes subtils d'abus que tant de gens manquaient. L'ancienne Aria aurait été terrifiée à l'idée de parler publiquement d'un traumatisme aussi personnel. Mais cette Aria, celle qui avait retrouvé sa voix, qui avait appris à faire confiance à ses propres perceptions, qui avait découvert qu'elle était bien plus forte que quiconque ne l'avait cru, avait hâte d'y être. J'avais passé des mois en thérapie à travailler avec le docteur Jennifer Walsh, sans lien de parenté avec l'ex-petite amie de Blake, malgré le nom commun, pour démêler les dommages psychologiques que Blake avait infligés. C'était un travail acharné,
plus difficile que tout ce que j'avais jamais fait, mais cela en valait la peine. Le traumatisme ne te définit pas, m'avait dit le docteur Walsh lors d'une de nos premières séances. La façon dont tu y réagis, dont tu guéris, dont tu l'utilises pour aider les autres, c'est ce qui te définit. Et je me définissais maintenant, non pas comme la victime de Blake, mais comme une survivante qui avait trouvé la force de se défendre. Le procès criminel avait été difficile, mais finalement satisfaisant. Blake avait plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation en échange d'une peine réduite. 5 ans de prison, suivis d'une thérapie obligatoire et d'une ordonnance de protection permanente interdisant de contacter ses victimes. Rebecca avait volé depuis la Californie pour témoigner, et la voir en personne avait été à la fois déchirant et inspirant. Elle était encore fragile à certains égards, traitant encore les effets à long terme des abus de Blake. Mais elle était aussi féroce et déterminée. Il nous a volé des années, avait dit Rebecca après la condamnation. Mais il ne va pas nous voler notre avenir. Les autres femmes qui s'étaient manifestées, 3 de plus comme Linda Hernandez l'avait découvert, avaient également trouvé leur voie. Nous avions formé un groupe de soutien informel, nous rencontrant mensuellement pour faire le point et partager des ressources pour la guérison. C'était étrange comment quelque chose d'aussi terrible avait mené à quelque chose d'aussi significatif. Les abus de Blake nous avaient isolés chacune, nous avaient fait sentir seules et honteuses, mais parler de cela nous avait connectés d'une manière profonde et durable. J'ai vérifié ma montre et j'ai réalisé qu'il était temps de me préparer pour le dîner. J'avais choisi une robe qui me faisait sentir puissante. De la soie bleu profond qui faisait ressortir mes yeux avec une coupe élégante mais pas révélatrice. J'avais réappris à m'habiller pour moi-même, à choisir des vêtements qui me faisaient me sentir confiante au lieu d'essayer d'anticiper l'approbation de quelqu'un d'autre. Alors que je mettais mes boucles d'oreilles, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant montrait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose en lui me semblait familier. « Bonjour », ai-je répondu prudemment. « Aria, c'est Marcus Jones, l'ancien colocataire de Blake à l'université. J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous appeler. » Je me souvenais de Marcus. Il avait semblé être un type décent lors des quelques fois où je l'avais rencontré, et je l'avais contacté il y a des mois dans le cadre de ma campagne pour exposer la vraie nature de Blake. « Bien sûr que non », ai-je dit. « Comment allez-vous ? » « Je vais bien, merci. J'appelle en fait parce que je voulais que vous sachiez quelque chose à propos de Blake et à propos de ce que vous avez fait. J'ai attendu, ne sachant pas où cela allait. Après que tout soit sorti, après l'arrestation et le procès, j'ai commencé à penser à des choses que j'avais vues au fil des ans, des choses que j'avais écartées ou ignorées parce que Blake était mon ami et que je ne voulais pas croire qu'il en était capable. Marcus a fait une pause. Eh bien, de ce dont il était capable. Quel genre de choses ? La façon dont il parlait des femmes. La façon dont il décrivait ses relations. J'ai toujours pensé qu'il était juste un gars typique, vous savez, se plaindre de ses petites amies, faire des blagues qui étaient peut-être un peu méchantes, mais pas sérieuses. Mais en regardant en arrière, je peux voir que c'était plus que ça. C'était un schéma de manque de respect et de contrôle que j'aurais dû reconnaître. La voix de Marcus était lourde de regrets. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû le reprendre quand il faisait ses commentaires ou poser plus de questions quand sa petite amie semblait changer si radicalement. J'aurais dû être un meilleur ami pour toi et pour Rebecca et pour tous les autres. Marcus, ai-je dit doucement. Tu ne pouvais pas savoir. Mais j'aurais pu, a-t-il interrompu. C'est ça le truc. Les signes étaient là. J'ai juste choisi de ne pas les voir parce qu'il était plus facile de croire que Blake était un type bien qui disait parfois des choses stupides que de confronter la possibilité que mon ami était un agresseur. Il est resté silencieux un moment, puis a continué. Je voulais appeler parce que je lance un groupe pour les hommes qui veulent apprendre à reconnaître et à interrompre les comportements abusifs. Des hommes qui veulent être de meilleurs alliés, de meilleurs amis, de meilleurs êtres humains, et je voulais vous demander si vous seriez disposé à nous parler un jour pour nous aider à comprendre ce que nous devrions rechercher, ce que nous devrions faire différemment. La demande m'a surprise, mais elle m'a aussi rempli d'espoir. Le changement ne devait pas seulement venir des survivants qui parlent. Il pouvait venir des spectateurs qui apprennent à voir et à agir. Je serais honoré de parler à votre groupe, ai-je dit. Merci de faire ce travail, Marcus. Merci d'être prêt à examiner votre propre comportement et à le changer. Merci d'être assez courageux pour parler, a-t-il répondu. Tu as sauvé des vies, Aria. Tu le sais, n'est-ce pas? Pas seulement la tienne,
mais les vies de femmes que Blake aurait blessées à l'avenir. Après avoir raccroché, je suis resté assise un moment, absorbant ces mots. J'avais sauvé des vies en refusant de rester silencieuse, en refusant d'accepter la version de la réalité de Blake, en me défendant avec tout ce que j'avais. J'avais empêché d'autres femmes de vivre ce que j'avais vécu. C'était une responsabilité que je ne prenais pas à la légère, mais c'était aussi une source de force. Ma douleur avait un but maintenant. Mon traumatisme avait été transformé en quelque chose qui pouvait aider les autres. J'ai fini de me préparer et j'ai appelé un taxi pour me rendre à l'hôtel où se tenait le dîner de la fondation. Alors que les lumières de la ville brouillaient par la fenêtre, j'ai pensé au discours que j'allais prononcer, à l'histoire que j'allais raconter. Ce n'était pas une histoire de victime. C'était une histoire sur la recherche de la force de se défendre. Sur le refus de laisser la cruauté de quelqu'un d'autre définir votre valeur. Sur le pouvoir de dire la vérité, même quand c'est difficile et dangereux. C'était une histoire de transformation. Pas seulement la mienne, mais la transformation possible quand les gens choisissent le courage plutôt que le confort, la vérité plutôt que la commodité, la justice plutôt que le silence. La salle de bal de l'hôtel était remplie de gens venus soutenir la mission de la fondation. J'ai vu des visages familiers. Meredith et ses parents, Rebecca et son nouveau petit ami, Dr. Walsh, et plusieurs autres thérapeutes qui travaillaient avec des survivantes d'abus, le détective Santos et d'autres représentants des forces de l'ordre spécialisées dans les cas de violence domestique. Mais j'ai aussi vu des étrangers, des gens qui avaient été touchés par des histoires comme la mienne, qui voulaient faire partie de la solution, qui croyaient que le changement était possible. Quand ce fut le moment de mon discours, je me suis dirigé vers le podium avec des pas stables et une voix claire. J'ai regardé le public et j'ai vu non pas du jugement ou de la pitié, mais du respect et de l'espoir. Mon nom est Aria Sébastien, ai-je commencé, et je suis ici ce soir non pas comme une victime, mais comme une survivante. Je suis ici pour vous dire que l'abus ne ressemble pas toujours à ce que vous pensez qu'il est. Il ne laisse pas toujours de cicatrices visibles ou de signes évidents. Parfois, il est subtil, graduel, presque invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je leur ai raconté Blake, l'érosion lente de ma confiance, la façon dont l'amour avait été utilisé comme une arme contre moi. Je leur ai parlé du mémo vocal qui avait tout changé, du choix que j'avais fait de me défendre au lieu de disparaître silencieusement. J'aurais pu partir silencieusement, ai-je dit. J'aurais pu prendre mes morceaux brisés et essayer de les rassembler en privé. Beaucoup de femmes le font, et il n'y a aucune honte à ce choix. Mais j'ai réalisé que mon silence serait la protection de Blake. Ma honte serait son bouclier. Et j'ai refusé de lui faire ce cadeau. J'ai parlé de l'enquête, du procès, des autres femmes qui avaient trouvé leur voie. J'ai parlé de l'importance de croire les survivants, de tenir les agresseurs responsables, de créer des systèmes qui soutiennent la guérison plutôt que de perpétuer le préjudice. Blake Hernandez est en prison ce soir, ai-je dit, non pas parce que j'étais vindicative ou cruelle, mais parce que les actions ont des conséquences. Parce que l'abus est un choix et que les gens qui font ce choix devraient en subir les conséquences. J'ai fait une pause, regardant les visages dans le public, voyant des larmes, des hochements de tête et des expressions de détermination. Mais cette histoire ne concerne pas vraiment Blake, ai-je continué. Elle concerne nous tous. Elle concerne le choix que nous faisons quand nous voyons quelqu'un être blessé. Regardons-nous ailleurs ou agissons-nous? Elle concerne le choix que nous faisons quand quelqu'un nous dit qu'il est victime d'abus. Le croyons-nous ou le doutons-nous? Elle concerne le choix que nous faisons quand nous avons le pouvoir de créer le changement. Restons-nous dans le confort ou faisons-nous ce qui est juste? J'ai parlé de la fondation, du travail qui restait à faire, des femmes qui étaient encore piégées dans des situations comme celles que j'avais fuies. Chaque dollar collecté ce soir ira aider quelqu'un à retrouver sa voie, ai-je dit. Chaque programme que nous finançons donnera à quelqu'un les outils dont il a besoin pour reconstruire sa vie. Chaque refuge que nous soutenons offrira la sécurité à quelqu'un qui pensait n'avoir nulle part où aller. En concluant mon discours, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des années. Une confiance totale et absolue en qui j'étais et ce que je faisais. Je ne suis pas la même femme qui a vécu dans la peur pendant des mois, ai-je dit. Je ne suis pas la créature brisée et pathétique que Blake Hernandez a essayé de créer. Je suis quelqu'un qui a appris que la force ne consiste pas à ne jamais tomber. Il s'agit de se relever, de dire sa vérité, et de refuser de laisser la cruauté de quelqu'un d'autre définir sa valeur. Les applaudissements étaient assourdissants, mais plus important encore, ils étaient sincères. Les gens n'applaudissaient pas par pitié ou par politesse. Ils applaudissaient parce qu'ils avaient été émus, inspirés,
motivé à agir. Après le dîner, alors que je rangeais mes affaires pour partir, une jeune femme s'est approchée de moi. Elle semblait avoir une vingtaine d'années, avec des cernes sous les yeux et une énergie nerveuse que j'ai reconnue immédiatement. « Miss Sébastien », a-t-elle dit calmement. « Je suis désolé de vous déranger, mais je voulais vous remercier pour votre discours, pour tout ce que vous avez fait. » « Vous ne me dérangez pas du tout, » ai-je dit doucement. « Quel est votre nom ? » ?»« Sarah », a-t-elle dit. « Et je pense que je suis dans une situation comme la vôtre avec mon petit ami. » Je lui ai trouvé des excuses, me disant que ce n'est pas si grave, mais en vous écoutant ce soir. Elle s'est interrompue, les larmes lui remplissant les yeux. « C'est grave, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré. « Quand quelqu'un te fait croire que tu es folle d'avoir des sentiments, quand il contrôle ce que tu portes et qui tu vois, quand il te fait t'excuser pour des choses qui ne sont pas de ta faute, ce n'est pas normal, n'est-ce pas ? » « Non, » ai-je dit fermement. « Ce n'est pas normal et ce n'est pas de ta faute, et tu mérites tellement mieux. » J'ai passé la prochaine heure à parler avec Sarah, à lui donner des ressources, à l'aider à élaborer un plan de sécurité, à la mettre en contact avec des personnes qui pouvaient l'aider. Alors que je la voyais partir avec la carte de visite du docteur Walsh et le numéro d'un refuge local, j'ai ressenti la profonde satisfaction qui vient de la connaissance que sa douleur a été transformée en but. C'est pour ça que je me suis défendu, pas seulement pour moi, mais pour Sarah et toutes les autres femmes qui avaient besoin de savoir qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles n'étaient pas folles, qu'elles n'étaient pas sans valeur. Blake Hernandez avait essayé de me détruire. Mais au lieu de cela, il avait créé quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Une femme qui était incassable, insilankable, et absolument déterminée à s'assurer que personne d'autre ne souffre comme moi.